Bonjour à toutes et à tous, c'est la grande édition du journal de la mi-journée sur la RTNC. En voici tout de suite les grandes lignes. Près de 4 heures de présentation des faits et moins de 10 minutes pour la sentence, Joseph Kabila a été reconnu coupable sans circonstances atténuantes des crimes de guerre et trahison devant la haute cour militaire. En plus de la peine de mort, l'ex-président a été condamné à verser près de 30 milliards de dollars américains au titre de dommages et intérêts. Retour sur le verdict de ces procès historiques dans ce journal. Dans la production, de la production plutôt à la transformation, la chaîne des valeurs du manioc au cœur de l'activité économique, les petits et moyens producteurs ont été sensibilisés sur l'amélioration de la production, surtout dans la fabrication de pain pour diminuer la dépendance aux produits céréaliers et garantir de surcroît la sécurité alimentaire. Les sujets, du moins, la réflexion était au cœur d'un atelier ici à Kinshasa. On en parle également dans les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, le verdict est tombé, c'était hier. Soulagement pour les populations meurtries dans la partie est du pays. La haute cour militaire a condamné par contumace l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à la peine de mort et contraint de verser au titre de dommages et intérêts près de 30 milliards de dollars américains. Joseph Kabila a été donc reconnu coupable de crimes de guerre et trahison. Edith Chala revient sur cette dernière audience à la haute cour militaire. Suivez. Les débats avaient été clos puis rouverts sur demande de la partie civile. Enfin, le verdict est tombé dans l'affaire qui opposait le ministère public à l'ancien président Joseph Kabila Kabange devant la haute cour militaire. Ce sera la peine capitale contre Joseph Kabila Kabange qui était poursuivi de 9 chefs d'accusation, entre autres la participation à un mouvement insurrectionnel, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, homicide intentionnel par balle, et trahison sans être exhaustif. La haute cour condamne également Joseph Kabila au paiement de dommages et intérêts de 33 milliards de dollars américains, dont 29 à la République des On retient que l'ancien chef d'État, Joseph Kabila Kabange, est le chef de l'AFCM 23 et sur sa nationalité, la haute cour militaire s'est déclarée incompétente. Elle s'abstient également de séquestrer les biens du désormais condamné à la peine de mort, Joseph Kabila Kabange. Les faits pour lesquels Joseph Kabila est condamné sont d'une extrême gravité. Ils heurtent la conscience des millions de Congolais que Joseph Kabila a dirigés pendant un peu moins de 2 décennies, selon les juges. Le droit de réserve et de loyauté envers la République a tout simplement oublié. Il est déjà à l'œuvre et assume l'intérim à la Chambre basse du Parlement. Isaac Jean-Claude Tshilombaye a présidé la conférence des présidents de commission de l'Assemblée nationale. L'avant-projet du calendrier des travaux de la session de septembre était au cœur des échanges. Blaise Bokoukia-Sanza. Assisté des honorables Christophe Mbosso et Jacques Djoli, respectivement 2e vice-président et rapporteur de l'Assemblée nationale et le président intérimaire de la Chambre basse du Parlement, Isaac Jean-Claude Tshilombaye a demandé à ce groupe de pression d'être rassuré car les efforts entrepris par les autorités s'alignent dans l'objectif de répondre aux besoins pressants non seulement des cadres et agents de l'Assemblée nationale mais aussi de tous les peuples congolais, un peuple qui a les yeux tournés vers les élus nationaux censés traduire valablement leurs profondes aspirations. C'est ainsi que le bureau a sollicité un délai de 72 heures pour une rencontre en vue d'évaluer la première phase de l'issue envisagée. On peut vous rassurer que ces questions posées et d'autres dont la santé, les questions de transport sont bel et bien en discussion. Vous pouvez nous faire confiance pour ce tout début ici de nos contacts. Gérant quotidiennement les agents et cadres de l'administration, le secrétaire général à l'Assemblée nationale a été le premier à porter la voix de ces revendications. Jean Gouvoulou Koji a fait le pont entre les membres du bureau de cette chambre et le personnel de l'administration. À cette occasion, un mémorandum contenant les différentes revendications a été lu et déposé aux mains propres des membres du bureau. Les manifestants ont exprimé leurs sentiments. Nous pensons que nous avons droit à être en interaction directe avec nos autorités. Et ce qu'a fait le président est aussi synonyme de sa bonne foi. Il s'y est dénoté
que les initiatives entamées visant à renforcer l'apaisement des tensions sociopolitiques initiées par les bureaux sont vivement saluées et félicitées depuis la rentrée parlementaire, la session de septembre. Session consacrée essentiellement à l'examen et au vote de la loi des finances, exercice 2026. Les désenclavements du territoire de Moanda, des efforts sont consentis et visibles. La première ministre Judith Souminois a procédé au lancement des travaux de construction de la route Moanda-Yema longue de 23 km. Elle a également visité les sites de Kindofula, toujours dans le Congo central, où sont érigés près de 100 logements sociaux. Images et commentaires. Sous les applaudissements d'une foule venue en nombre, la première ministre Judith Souminois Tuluka, accompagnée de quelques membres de son gouvernement, a donné le coup d'envoi des travaux de la route Moanda-Yema, un tronçon de 23 km qui reliera la localité de Kabinda à la frontière angolaise. Cette route, attendue depuis des années, représente bien plus qu'un simple chantier. Elle constitue un levier d'intégration régionale et de dynamisation économique. L'infrastructure s'inscrit dans la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de désenclaver les zones stratégiques et de moderniser les réseaux de transport du pays. Plus tard dans la journée, la chef du gouvernement s'est rendue à Kindofula, le site de relocalisation de la base navale de Banana. Sur place, elle a salué les efforts entrepris. Plus de 100 logements ont été construits par les militaires et une école moderne est prête à accueillir les enfants de troupes. Cette visite met en lumière un autre pilier de l'action gouvernementale, améliorer les conditions de vie des familles de forces de défense à travers les infrastructures durables et un accompagnement social renforcé. De l'eau pour Kamwisha, nous sommes dans le Kasaï. Eh bien, le ministre d'État, ministre du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a procédé non seulement à l'inauguration d'une unité de production d'eau, mais aussi à un certain nombre d'écoles, y compris centres de santé. Marie Kalong. Elles se sont amenées avec des récipients pour recueillir de l'eau potable, une denrée rare dans cette partie du pays, mais désormais accessible grâce au leadership du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, accompagné du vice-gouverneur de la province du Kasaï, a inauguré le mercredi 14 septembre 2025 un mini-réseau d'adduction en eau potable à Kamwisha, une agglomération située à près de 100 km de la ville de Chikapa, chef-lieu de cette province. Plusieurs autres infrastructures socio-économiques construites dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques prises en sigle ont été aussi inaugurées. Il s'agit du centre de santé Mbondo 2, de l'école Mukishi ainsi que du marché moderne Luangi. Ce dernier comprend 3 pavillons, 3 boutiques, une pharmacie et 2 bureaux. À Koenge, secteur situé à quelques pas de Kikwit, il a lancé les travaux de construction du forage et d'un château d'eau pour ensuite inaugurer le marché central de ce village. Le mini-réseau d'eau potable est doté d'un château de 30 mètres cubes et d'un réseau de 3,5 km équipé de 9 bornes fontaines. Le ministre d'État du Développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a dit sa satisfaction. Améliorer la condition de vie de la population vivant dans le milieu rural, c'est ce que nous venons de faire. Nous sommes venus dans ces 3 provinces remettre les ouvrages de la santé, les centres de santé, les écoles, ainsi que les espaces de vie et de commercialisation. Parce que ces espaces-là vont aider la population à faire les échanges, les négoces. Le vice-gouverneur de la province du Kasaï a pour sa part invité la population à une gestion responsable de ces ouvrages publics. Le projet PRISE s'inscrit dans le cadre du renforcement des services sociaux de base et du capital humain. À noter que pendant cette même mission, le patron du développement rural, ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a sensibilisé la population du Grand Bandundu et du Kasaï à construire des maisons en briques pour vivre dans un village moderne. Et le Haut-Ouélé s'est doté d'un bâtiment moderne devant abriter l'Assemblée provinciale, motif de satisfaction pour les élus provinciaux sur place. Suivez. J'ai un sentiment de satisfaction juste en voyant le bâtiment émis aujourd'hui pour l'Assemblée provinciale. C'est un ouvrage qui va nous servir,
pour les travaux de l'Assemblée provinciale, non pas des députés de gestion. Tout d'abord, nous disons merci beaucoup au chef de l'État parce que c'est lui l'autorité suprême du pays, mais également nous encourageons à dire merci au gouvernement provincial. Et là, pour moi, c'est une satisfaction et je l'encourage et le félicite. J'ai appris que l'histoire ne change pas, elle ne change pas. L'édifice que nous avons inauguré aujourd'hui, disons merci aux chargés de mission de certaines personnes qui avaient commencé, appelé il est là. Et nous promettons à notre population que nous faisons confiance de pouvoir élever les débats démocratiques pour l'intérêt de la Autre infrastructure, autre bâtiment, c'est celui du complexe scolaire école primaire Kimpongo et l'Institut de la Gare dans le Congo central. C'est un commentaire signé Rodé Panda. Ces bâtiments scolaires, métamorphosés après plusieurs décennies d'abandon dans la vétusté, est un geste salutaire pour la population du territoire de Maniema. Il a fallu 30 jours pour réhabiliter et moderniser l'école primaire Kimpongo et l'Institut de la Gare installé au sein du camp Onatra, dans la province éducationnelle du Congo central, 3 territoires de Madimba, financés sur fonds propres de l'honorable Bilin Tunga. Le renouvellement de ces écoles vaut sa contribution à la gratuité de l'enseignement, satisfaction des bénéficiaires. Ces gestes témoignent l'attachement de l'honorable Bilin Tunga aux idéaux de notre président de la République. Il pointe tout haut la pérennité et la gratuité de l'enseignement primaire. Je tiens à exprimer nos sincères remerciements pour la réhabilitation des bâtiments de notre école qui ouvre de nouvelles perspectives pour notre avenir. La cérémonie d'inauguration a eu en présence des autorités éducationnelles, la société civile et la notabilité sous l'autorité de l'administrateur du territoire de Madimba, représenté par son assistant politique. L'honorable Bilin Tunga, bulldozer de la communauté, a précisé la motivation de cette action. L'avenir d'une nation ne se construit pas avec des discours, mais avec des actions concrètes au service du peuple. Le directeur de la province éducationnelle du Congo central, 3, Anakle Inkula Abal, est l'homme le plus heureux et exhorte les utilisateurs à en faire bon usage. Aujourd'hui, nous avons un digne fils de terroir, l'honorable député Bilin Tunga, qui a su capitaliser ce message de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour nous venir en aide. Après les mots de remerciement à l'initiateur et bienfaiteur, ainsi que l'exhortation à la population, s'en est suivi la visite des différents locaux. L'amélioration des conditions de travail, préoccupation majeure du ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba. Ces derniers en a discuté avec une délégation de l'intersyndicale de son secteur, Willy Atunako. Les problèmes liés à l'amélioration des conditions du travail des cadres et agents de l'administration centrale de l'emploi et du travail, notamment la réhabilitation de l'immeuble Kimpoko, situé sous le boulevard du 30 juin, à côté de la direction générale de la CNSS, abritant les 2 secrétariats généraux, l'inspection générale du travail, le transport en commun du personnel, les primes des fonctions, la nomination des agents administratifs formés au même titre que les inspecteurs et contrôleurs du travail et la formation continue du personnel. Tous ces problèmes ont été soumis ce mardi 30 septembre 2025 au nouveau ministre de l'Emploi et du Travail Ferdinand Massamba par une délégation de l'intersyndicale du ministère du Travail conduite par son président Franklin Ndiama et Cyprien Kinyeni, président de la délégation syndicale de l'IGT. Nous avons discuté sur les cahiers des charges que nous avons introduits pour les problèmes des agents du ministère du Travail. Et nous avons décortiqué ensemble avec le ministre. Il y en avait au moins 10 points, mais nous avons parlé de l'essentiel. L'Excellence a été ouverte. Il a répondu à toutes nos préoccupations. Il nous a même donné des recommandations que nous devons faire pour trouver des solutions idoines pour le problème des travailleurs que nous encadrons.
Très satisfaits, selon leurs propres termes, des entretiens combien fructueux qu'ils ont eus avec le patron de l'emploi en RDC, ses délégués syndicaux ont salué l'esprit d'ouverture et d'écoute, la sagesse, le patriotisme et les feedbacks de Ferdinand Massamba Ouamassamba qui tient coûte que coûte à promouvoir un travail décent en RDC et à trouver en synergie avec toutes les parties des solutions idoines à leurs préoccupations. C'est un pas de plus vers l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo, l'accès à la terre et à la sécurité alimentaire. Deux assertions contenues dans l'avant-projet de l'arrêté interministériel pour justement faciliter les PVH dans leur quotidien. Yvette Makuntima nous en dit un peu plus dans ses reportages. L'avant-projet d'arrêté interministériel devant permettre aux personnes handicapées d'accéder à la terre et à la sécurité alimentaire en vue d'être autonomes a été officiellement remis aux autorités sectorielles pour qu'à leur tour, qu'elles puissent accompagner cette catégorie vulnérable jusqu'à son adoption. Ceci dans le cadre du projet We Are Able. Attendez, nous sommes capables, les projets accès à la terre et à la sécurité alimentaire pour les personnes avec handicap, mis en exécution par la Ligue des défenseurs des droits des personnes avec handicap en collaboration avec les organisations des personnes avec handicap sur financement des VNJ internationales. Si nous sommes là, c'est à l'occasion d'un atelier de plaidoyer sur l'adoption de l'avant-projet de l'arrêté interministériel sur l'accès des personnes handicapées à la terre et à la sécurité alimentaire. On a essayé de montrer les avantages du projet. Vous savez, la sécurité alimentaire, c'est quelque chose de très important. Comme nous disons toujours, notre affamé n'a point d'oreille. C'est quelque chose qui est un droit fondamental. La remise de l'avant-projet d'arrêté interministériel est intervenue au cours d'un atelier des plaidoyers accès aux ressources naturelles et sécurité alimentaire des personnes avec handicap en République démocratique du Congo tenu au centre Loyola dans la commune de La Gombe, qui a vu le jour depuis 2020 au Sud Kivu précisément, dans deux territoires notamment, Calais et Idjwi, et le vœu de tous est que ces projets accès à la terre et à la sécurité alimentaire s'étendent dans d'autres provinces. Autant qu'à l'unanimité, les autorités présentes à cet atelier ont réaffirmé leur soutien à ces projets. Diminuer les volumes des importations des produits céréaliers et promouvoir la culture du manioc dans la fabrication de pain. La démarche paraît toute simple, mais il faut toute une organisation autour de la chaîne des valeurs, production et transformation du manioc. Le sujet a fait l'objet d'une réflexion au cours d'un atelier annuel de planification des activités sur le développement de la chaîne des valeurs du manioc, nous dit Yolande Voka dans ses reportages. Suivez. Ce projet sur le développement de la chaîne de valeur du manioc pour soutenir la sécurité alimentaire et l'industrie du pain en République démocratique du Congo vise à améliorer le moyen de subsistance des petits et moyens producteurs et transformateurs de manioc, notamment les jeunes et les femmes. Cela va aussi avec le renforcement des activités de transformation du manioc en produits alimentaires de haute qualité jusqu'à la fabrication du pain. L'incidence va remplacer les importations de produits tels que la farine de blé, réduire la pauvreté et créer les emplois. Ce projet a été élaboré pour en fait réveiller, faire en sorte que les partenaires puissent prendre conscience qu'avec le manioc, on peut changer la vie des petits producteurs. Et nous travaillons avec des sociétés privées qui font la production de farine. Nous travaillons aussi avec des boulangeries pour que ces boulangeries utilisent cette farine à hauteur de 10% pour faire du pain. Ce projet a permis de mettre en relation les boulangers et les pâtissiers avec des transformateurs de la farine panifiable du manioc et faciliter l'approvisionnement régulier en matières premières. Plusieurs autorités ont pris part à cet atelier, entre autres le directeur général de l'ITA, représentant de l'ambassade des États-Unis, les représentants du ministère de l'Agriculture et celui du ministère de l'Industrie, chacun exprimant son apport.
Les territoires des Luilou, dont la province de Lomami s'appuie sur l'agriculture pour booster son développement, dans le cadre du projet d'urgence de production agricole financé par la Banque mondiale, des semences à base de maïs ont été remis à ceux qu'on appelle ici les agri-multiplicateurs. D'autres précisions dans ces reportages suivants. Les semences sont la base de la réussite de la production agricole. Dans cette logique, le projet d'urgence de production agricole Purpa a lancé officiellement ce jeudi 25 septembre 2025 la distribution des semences des bases de maïs aux agri-multiplicateurs de la province de Lomami. La cérémonie de lancement a eu lieu à Luputa, chef-lieu du territoire de Lulu. Elle a été présidée par le ministre provincial de l'Agriculture de la province de Lomami, Doris Kayoka-Kabeya, en présence de l'administrateur de territoire André Kazadimandé et du représentant de Purpa, Omar Mangenda. L'administrateur du territoire de Lulu a exprimé sa gratitude au projet pour les choix portés sur son territoire pour le lancement de cette activité. Pour sa part, l'inspecteur provincial de l'agriculture de Lomami a insisté sur le fait que cette semence n'est pas à consommer, mais à mettre sous la terre. Le ministre provincial de l'agriculture a quant à lui exprimé sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dans sa politique gouvernementale, accorde une place de choix à l'agriculture et donne des conseils ici aux producteurs agricoles ayant reçu des semences de Purpa. Enfin, Omar Mangenda, représentant de Purpa, précise que les semences sont distribuées aux agri-multiplicateurs. Ce sont des semences de base acquises à l'INERA. Maintenant, c'est des sols qui doivent primer sur les sous-sols. C'est pour cela que nous vous emmenons ces semences ici. Les semences qui viennent de l'INERA. Le gouvernement de la République, à travers ces projets Purpa et PARCA, a financé avec les fonds de la Banque africaine de développement les activités de l'INERA. L'INERA en tant qu'institution de l'État pour produire des semences de base. Ces semences ici vont directement donner aux agriculteurs. Vous allez les multiplier pour que vous donnez aussi aux ménages agricoles. Oui, les semences ici. Ne pas les consommer, ce n'est pas les semences à consommer. Petite précision, ces projets ont été financés par la Banque africaine de développement et non la Banque mondiale, comme je l'ai dit tantôt. Direction les marchés centrales de Bunia-Nituri, où le retour de la sécurité fait le bonheur des vendeurs et acheteurs. La vie semble être désormais en rose dans cette partie du pays. C'est un reportage de la RTNC Ituri. Suivez. L'ambiance est vivante au marché central de Bunia, en cette fin du mois de septembre. Poissons frais, soigneusement exposés, légumes en abondance, haricots, maïs et même un stock varié d'épices. Les étalages sont pleins, redonnant aux habitants l'espoir concret d'un avenir meilleur. Les vendeurs attribuent cette embellie aux avancées sécuritaires enregistrées ces derniers mois, notamment sur les axes et dessertes agricoles. Grâce à l'engagement et détermination du lieutenant général Luboyanka Chama Johnny, avec l'appui de la population, les produits arrivent en ville sans encombre, favorisant ainsi la reprise des échanges. Il ne manque plus d'haricots sur le marché. Nous connaissons une abondance. Quant au prix, cela diffère. Ils appellent à la continuité des efforts pour consolider cette stabilité, gage d'un avenir meilleur pour le commerce local. L'administrateur du marché se réjouit de cette dynamique impulsée par les autorités. Il faut avoir de la confiance à notre gouvernement provincial, surtout au gouvernement de l'État de siège, parce qu'ils se battent jour et nuit pour qu'il y ait la restauration de l'autorité de l'État. À travers cet engouement, c'est tout un message d'espoir qui se dégage. Celui d'un peuple qui croit en l'action de l'État et d'une province qui avance. Les mêmes mouvements est observé dans le marché périphérique de Bunia, confirmant que cette dynamique de la relance dépasse le centre-ville pour toucher l'ensemble de la province. Les élus provinciaux ont repris le chemin de l'hémicycle, y compris ceux de la capitale, session essentiellement budgétaire. Rodépanda nous décrit l'ambiance sur place. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honneurs militaires et protocolaires ont marqué l'arrivée de la vice-présidente et présidente intérimaire Germaine Chinyama-Nzolantima pour présider ce mardi 30 septembre 2025 l'ouverture de cette session budgétaire. Une atmosphère solennelle se dégage au sein de l'hémicycle fraîchement rénové. Germaine Chinyama-Nzolantima a rendu un vibrant hommage au commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi, avant d'annoncer la signature des conventions pour les soins médicaux des députés, les personnels administratifs, les membres du cabinet et assistants parlementaires. Plus que jamais, dans cet élan patriotique, l'Assemblée provinciale de Kinshasa est déterminée à faire sienne
la démarche présidentielle consistant à faire reconnaître à l'international la situation macabre du génocide congolais. Parmi les priorités de cette session, il y a entre autres l'examen de plusieurs édits en faveur des Quinois ainsi qu'un appel lancé au gouvernement provincial afin de renforcer les stratégies de mobilisation et maximisation des recettes de la ville de Kinshasa. Plusieurs autorités provinciales et nationales étaient présentes à l'ouverture de cette session. Même exercice à l'Assemblée provinciale du Maniema, on en parle dans ces reportages. La session du septembre, exclusivement budgétaire, s'est ouverte ce mardi 30 septembre 2025 à l'Assemblée provinciale du Maniema. Cette cérémonie s'est caractérisée par les discours d'ouverture du président de cet organe délibéré, l'honorable Kibungi Mutanga Junior. Celui-ci a circonscrit son discours sur les activités budgétaires et arriérées parlementaires, mais aussi l'examen de l'impact des taxes conventionnées dans la province du Maniema. Honorables députés et chers collègues, Excellences, Monsieur le gouverneur de province, distingués invités, la session qui s'ouvre ce jour est essentiellement budgétaire. J'exhorte donc le gouvernement provincial à déposer les projets du budget dans les délais légaux afin de permettre aux élus du peuple de l'examiner avec toute la rigueur exigée. Au-delà de l'aspect budgétaire, il sera tenu compte des arriérés parlementaires et d'autres nécessités qui concourent au bien-être de nos populations, à l'occurrence l'évaluation de l'exécution des recommandations, l'impact des taxes conventionnelles dans le développement de la province. On a remarqué au cours de cette cérémonie la présence d'un député national et un sénateur originaire de la province du Maniema. Il s'agit notamment de l'honorable Tunda Kasongo Prosper et Omana Bitika Pascal. Le nouvel évêque du diocèse Congo-Est de la 81e communauté méthodiste unie a été installé. Eh bien, l'heure est à la communion entre communautés. David Moubenga nous en dit un peu plus. Après la cérémonie d'installation officielle du nouvel évêque du diocèse Congo-Est de la 81e communauté méthodiste unie, la famille Tunda a reçu avec honneur les évêques sortants Gabriel Ouda Yemba et entrant Antoine Kalema Tambwe de l'Église méthodiste unie. Cette cérémonie se justifie par le fait que la famille du chef Tunda avait accueilli en 1922 les premiers évangélistes de l'Église méthodiste unie sur son terroir. Au cours de cette manifestation, un diplôme d'honneur a été décerné à l'évêque sortant Gabriel Ouda Yemba par le député national Prosper Tunda Kasongo pour avoir été un bon berger et pour avoir réalisé beaucoup d'œuvres dans la région épiscopale du Congo-Est durant son mandat. Une Bible et un diplôme de mérite a été remis à l'évêque entrant Antoine Kalema Tambwe. Ça, c'est un honneur pour nous parce que la famille Chef Tunda a une alliance avec l'Église méthodiste unie depuis 1922. Nous sommes ici pour recevoir mes seigneurs les évêques qui sont venus de 5 régions épiscopales de l'Église méthodiste unie au Congo. Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'autres évêques des 5 régions épiscopales de l'Église méthodiste unie en République démocratique du Congo, des révérends, pasteurs, des laïcs et de quelques membres de la communauté Koussou. À présent, la lecture de journaux parus ce matin dans la capitale, dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Suivez. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du mercredi 1er octobre 2025.
Le HCR qualifie de catastrophique la situation des déplacés et réfugiés dans les zones sous occupation rebelle, rapporte la Référence Plus. Lors d'un déjeuner de presse tenu le lundi 28 septembre à Beni, au Nord Kivu, Pepe Sakouvogi, chef du bureau terrain du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a souligné que la prise en charge de ces populations reste un défi majeur, notamment à cause de manque de financement. Selon lui, les conditions d'accueil sont particulièrement difficiles dans des zones comme le petit nord du Nord Kivu, ainsi que dans certaines parties du Grand Nord. Nord Kivu, plus de 1,4 million de déplacés à cause de l'insécurité persistante, révèle Info27.cd. Malgré les efforts humanitaires, le Nord Kivu reste plongé dans une crise sécuritaire majeure. En 2025, près d'1 million de personnes ont été contraintes d'offrir leur foyer, portant à plus de 1,4 million le nombre total des déplacés. Les combats incessants dans plusieurs territoires continuent de fragiliser les communautés déjà éprouvées qui peinent à trouver refuge et assistance. Le dollar chute, les prix résistent. Panique dans les ménages, note Econews. Le franc congolais affiche une santé insolente en ce mois de septembre, une appréciation de plus de 7% face au dollar américain. Voilà un chiffre qui, sur le papier, devrait annoncer des jours meilleurs pour l'économie et le portefeuille des Congolais. Pourtant, sur le terrain, cette embellie monétaire ressemble à un mirage. Loin de se traduire par un soulagement dans les ménages, elle crée une situation paradoxe et anxiogène. Le dollar s'effondre, mais les prix, eux, résistent farouchement. Le panier de la ménagère, ce baromètre incontestable de la vie chère, reste désespérément lourd. Ituri, panique au village Mayuano et Masangé, près de 10 léopards signalés sur la colline Sidip. Titre dépêche.cd. La nouvelle société civile congolaise exprime sa vive inquiétude face à la présence d'une famille de léopards estimée à près de 10 sur la colline Sidip, ce entre les villages Mayuano et Masangé dans la chaufferie de Babila Bakwanza, territoire de Mambasa en Ituri. Pour cette structure citoyenne, ces félins représentent une menace sérieuse pour la sécurité des habitants et leurs activités rurales. Et voilà, c'est la fin de ce journal, la grande édition de la mi-journée sur la RTNC. Merci de l'avoir suivi. 19h, Blandine Wavingana, 20h, Anita Luambois et 23h, Robert Ndaï. Bon après-midi chez vous.